Quand j'ai épousé David il y a 3 ans, je savais que je ne commençais pas seulement un nouveau chapitre de ma vie avec lui, mais que je devenais aussi belle-mère de son fils adolescent, Ethan. À 16 ans, Ethan était à cet âge délicat entre l'enfance et l'âge adulte. Mais il y avait quelque chose chez lui qui semblait le peser. Il était calme, poli et respectueux. Mais il y avait une tristesse indéniable dans ses yeux qui me poignardait le cœur dès notre première rencontre. Ethan avait perdu sa mère lorsqu'il avait seulement 10 ans. David en parlait rarement, mais je pouvais voir que la perte avait laissé des cicatrices profondes en eux deux. Alors que David avait finalement avancé, construisant une nouvelle vie avec moi, Ethan était resté dans cet espace sombre, émotionnellement distant et enfermé dans son propre monde. Je lui ai donné de l'espace au début, respectant ce que je supposais être des frontières dont il avait besoin. Mais le silence est devenu trop fort pour être ignoré. Au fil du temps, j'ai remarqué des habitudes. Ethan se joignait à nous à peine pour les repas. Il s'excusait souvent tôt ou sautait complètement le dîner. Sa chambre était devenue sa forteresse. La seule lumière qui passait sous sa porte tard la nuit venait de son ordinateur portable ou de la lueur bleue de son téléphone. Il portait des manches longues toute l'année, même en été. Au début, je l'avais attribué à l'humeur changeante de l'adolescence ou à une phase. Mais l'instinct d'une mère, même d'une belle-mère, ne ment pas. Un matin, je nettoyais la salle de bain après qu'Ethan soit parti pour l'école et j'ai remarqué une faible tache rougeâtre sur le lavabo. Au début, j'ai essayé de me dire que c'était autre chose. Peut-être de la teinture alimentaire, de la rouille d'un vieux rasoir. Mais au fond de moi, je savais. Ce jour-là, je n'en ai rien dit à David. Je n'étais pas prête à le paniquer sans certitude, mais j'ai commencé à être plus attentive. J'ai commencé à remarquer d'autres petits signes. Les yeux d'Ethan avaient l'air plus enfoncés, comme s'il n'avait pas dormi. Il sursautait lorsqu'on le touchait de manière inattendue et semblait s'éloigner pendant les conversations. Mon cœur se serrait en le voyant traverser la vie comme un fantôme. Je devais faire quelque chose cette semaine-là. J'ai commencé par de petits gestes. Je laissais de petites notes devant sa porte. Juste un simple « passe une bonne journée » ou « je pense à toi ». Je commençais à préparer ses repas préférés, même si je n'étais pas sûre s'il les aimait encore. J'ai encouragé David à passer plus de temps avec lui aussi. Et bien qu'Ethan ne dise pas grand-chose, je pouvais voir qu'il remarquait l'effort. Puis une nuit, quelque chose a changé. Je passais devant sa chambre quand je l'ai entendu. Un doux bruit, comme des pleurs étouffés. Je me suis arrêtée et j'ai écouté, et le bruit est revenu, un peu plus fort cette fois. Mon cœur s'est serré. J'ai frappé doucement. « Ethan, je peux entrer ?» Pas de réponse. J'ai attendu un moment avant d'ouvrir lentement la porte. Ethan était recroquevillé sur le lit, son hoodie tiré sur sa tête, ses épaules tremblant. Mon instinct a pris le dessus. Je me suis assise au bord du lit et ai posé doucement une main sur son dos. « Je suis là !» ai-je dit doucement. « Tu n'as pas à être seul. » Il ne bougeait pas au début. Puis, d'une voix si douce qu'elle atteignait à peine mes oreilles, il a chuchoté « Ça fait juste mal tout le temps. » Ma gorge s'est serrée, je me suis retenue de pleurer, ne voulant pas le submerger. « Tu veux en parler ?» ai-je demandé doucement. « Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi, » a-t-il dit, la voix brisée. « J'ai l'impression de me noyer et personne ne le voit. » « Je le vois, ai-je répondu immédiatement. « Je l'ai vu, Ethan, et je m'inquiétais tellement pour toi. Tu n'es pas seul dans ça, même si ça en a l'air. » Cette nuit-là a marqué le début de quelque chose de nouveau. Il ne s'est pas ouvert complètement tout de suite, mais il m'a laissé rester avec lui. Je suis restée à ses côtés jusqu'à ce qu'il s'endorme, et dans les jours qui ont suivi, il a lentement commencé à sortir de sa coquille. J'ai doucement suggéré à David que nous devions peut-être envisager une thérapie pour Ethan. David était hésitant au début, non par fierté, mais par peur. Il se blâmait pour la douleur d'Ethan, pour n'avoir pas pu le protéger après la perte de sa mère. Mais je l'ai rassuré en lui disant que chercher de l'aide était la chose la plus courageuse qu'ils pouvaient faire ensemble. Finalement, David a accepté. Nous avons trouvé un thérapeute spécialisé dans le traumatisme adolescent et le deuil. Cela a pris un peu de temps, mais Ethan est allé,
Et bien qu'il ait été silencieux pendant les premières sessions, avec le temps, il a commencé à parler. Il a commencé à traiter la douleur qu'il avait enfouie si longtemps. À la maison, je continuais à le soutenir de toutes les manières possibles. Nous avons fixé de petits objectifs. Se joindre à nous pour le dîner une fois par semaine, faire une courte promenade ensemble, regarder un film. Il y a eu des revers, bien sûr. Certains jours, il parlait à peine et certaines nuits, je l'entendais encore pleurer, mais maintenant il savait qu'il avait un filet de sécurité. Il savait qu'il était vu. Les mois ont passé et le changement en Ethan a été subtil mais constant. Il a commencé à s'asseoir avec nous pendant les repas plus souvent. Il a commencé à s'ouvrir à David au sujet de l'école, de ses amis ou de leur absence, et finalement, même de comment il avait eu l'impression de disparaître après la mort de sa mère. La culpabilité, la colère, la peur, tout avait été enfoui à l'intérieur de lui. Un après-midi, Ethan est venu vers moi, tenant une enveloppe. « J'ai écrit ça pour l'école », a-t-il dit timidement. « C'est à propos de quelqu'un qui m'a aidé quand j'en avais besoin. C'est à propos de toi. » J'ai ouvert l'enveloppe plus tard ce soir-là et j'ai lu son essai, les larmes coulant sur mon visage. Il avait écrit comment il s'était senti perdu et invisible, comment le monde semblait trop lourd à porter et comment il avait pensé que personne ne le remarquait jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Il avait écrit à propos de mes notes, de ma présence silencieuse, de la façon dont je frappais à sa porte et attendais patiemment, sans jamais pousser, juste être là. C'était la chose la plus belle que j'ai jamais lue. Aujourd'hui, Ethan va beaucoup mieux. Il n'est pas magiquement guéri. La douleur émotionnelle ne disparaît pas du jour au lendemain, mais il guérit. Il a un travail à temps partiel. Il a rejoint un club à l'école et il a même invité un ami chez nous le week-end dernier. David et moi nous regardons souvent en silence, émerveillés, reconnaissants pour la lumière qui revient dans notre maison. Je n'ai jamais voulu remplacer la mère d'Ethan. Ce n'était jamais l'objectif. Mais je voulais l'aimer à ma manière, lui montrer que même dans les moments les plus sombres, quelqu'un se souciait. Je ne pouvais pas enlever sa douleur, mais je pouvais être là avec lui, l'aider à la porter jusqu'à ce qu'il se sente assez fort pour marcher à nouveau. Si j'ai appris une chose de cette expérience, c'est que le silence ne veut pas dire que quelqu'un va bien. Et parfois, le plus petit acte d'amour, une note, un repas, un mot doux, peut être le début de la guérison de quelqu'un. Ethan luttait en silence, mais une fois qu'il a su qu'il n'était pas seul, tout a commencé à changer. Et pour cela, je serai toujours reconnaissante d'avoir écouté mon cœur et agi.